Être la toute première personne responsable des ressources humaines dans une start-up, c'est une expérience que beaucoup comparent à une véritable mission de survie. Alors aujourd'hui, on va explorer cette métaphore incroyable, celle de l'astronaute seul sur la planète rouge. Voilà. Cette phrase, c'est le moment de la prise de conscience. Un peu le choc. Le moment où l'on réalise l'ampleur de la solitude et l'immensité du défi qui se dresse devant soi. Non, on n'est pas dans un grand groupe avec une équipe, des process bien rodés. On est seul. C'est le premier jour, l'atterrissage. On débarque dans un environnement qui peut paraître franchement hostile. Tout est nouveau, il n'y a pas de manuel, pas de parcours d'intégration digne de ce nom. C'est un territoire inconnu où l'air est saturé de ce qu'on pourrait appeler une dette technique humaine. Mais alors, cette solitude martienne, qu'est-ce que ça veut dire concrètement au jour le jour? On va analyser ensemble les pressions vraiment uniques qui pèsent sur les épaules du tout premier ou de la toute première RH. En fait, le problème se décompose en 3 grands dangers. D'abord, l'isolement systémique. On est une personne généraliste au milieu de spécialistes qui, bien souvent, parlent une autre langue. Ensuite, la rareté des ressources. C'est simple, on demande de construire une fusée avec 3 bouts de ficelle. Et enfin, ce déséquilibre constant entre l'effort monumental demandé et les maigres récompenses ou moyens alloués. Un facteur de stress énorme. Cette citation, franchement, elle résume tout à la perfection. Ce n'est pas un rôle où l'on se contente de dessiner des plans et de superviser. Pas du tout. Il faut tout faire. Être l'architecte, poser les briques soi-même et en plus habiter dans la maison pendant qu'on la construit. Tout ça en plein désert. Bon, le constat est un peu rude. Alors, comment on survit? Eh bien, c'est là qu'on passe à la phase solution, une méthode directement inspirée du héros du film Seul sur Mars, Mark Watney. C'est l'état d'esprit qu'il faut absolument adopter pour ne pas sombrer. Et l'outil psychologique numéro 1 pour y arriver, c'est ça, le compartimentage. Face à une menace qui semble insurmontable, le cerveau humain est bien plus efficace quand il découpe le problème en une série de petites tâches gérables. On arrête de penser à la grande stratégie RH 2030 et on se concentre sur ce qu'il faut faire, là, maintenant. Et voilà comment ça s'applique très concrètement. Le plus important, c'est de se focaliser sur les systèmes vitaux. L'oxygène, c'est la paye. Est-ce que tout le monde est payé correctement et à l'heure? L'intégrité de la structure, ce sont les contrats de travail. Est-ce qu'ils sont en règle? On colmate les fuites avant de vouloir repeindre les murs. C'est la base. On continue avec cette image géniale, faire pousser des patates. Sur Mars, il faut littéralement créer de la nourriture à partir de rien. En start-up, c'est exactement la même philosophie. Il faut être incroyablement ingénieux, transformer le chaos en ressources vitales. Et ce concept, en fait, il a un nom, c'est l'effectuation. C'est un principe clé de l'entrepreneuriat. L'idée, c'est d'arrêter d'attendre d'avoir le budget parfait, les outils parfaits, parce que ça n'arrivera jamais. On commence avec ce qu'on a, ici et maintenant, pour créer de la valeur. C'est l'art de la débrouille, le fameux système D. Et la différence, elle est juste frappante. Dans un monde idéal, on aurait un super logiciel de recrutement à 20 000 € et un vrai budget formation. Dans la réalité de la startup, on bricole un tableau de suivi sur Notion et on organise des lunch and learns où les collègues se forment entre eux. Ça, c'est un point absolument fondamental. La culture, ce n'est pas un produit qu'on peut acheter et installer. C'est une plante. Une plante qu'on fait pousser, qu'on cultive avec la terre et les nutriments qu'on a, même si au début, ça ressemble plus à du sable martien qu'à du terreau fertile. Allez, on aborde un autre défi majeur, la communication. Comment on fait pour parler à la direction, notre NASA dans la métaphore? Comment on gagne sa légitimité? Comment on se fait entendre quand on n'a clairement pas les mêmes priorités? Le cœur du problème, c'est une question de langage. On parle le RH, on parle bien-être, risques psychosociaux, culture. La direction, elle, parle business, chiffre d'affaires, croissance, roadmap. Si on ne fait pas l'effort de traduire, nos messages se perdent, comme un signal radio dans le vide intersidéral. Prenons des exemples concrets pour que ce soit bien clair. Au lieu de dire « les équipes sont fatiguées », on va traduire par « il y a un risque sur la vélocité et la roadmap produit ». Au lieu de parler d'un problème de QVT, on va estimer que le coût du turnover va augmenter de X%. On transforme une alerte RH en un impact business quantifiable. C'est la seule langue qu'ils comprennent. Bon, maintenant qu'on a bien posé le cadre, passons à la pratique. Voici une sorte de boîte à outils, un guide de survie très concret, articulé autour de 6 commandements essentiels pour s'en sortir. Retenons ces points. 1. On audite la base, on vérifie toute la conformité légale. C'est la coque du vaisseau, c'est non négociable. 2. On trouve des alliés, en interne comme en externe, parce que l'isolement, ça tue. 3. On documente tout, chaque process, chaque décision, pour créer la mémoire de l'entreprise. 4. On garde son sens de l'humour. C'est une armure psychologique vitale. 5. On se concentre sur l'organisation et la structure des rôles, pas sur les clichés générationnels. Et enfin 6. On choisit bien sa mission. Le meilleur moment pour arriver, c'est souvent quand l'entreprise attend entre 30 et 50 salariés. Et on arrive à la conclusion de cette analyse. Parce que l'objectif final, ce n'est pas seulement de tenir le coup, de survivre. Non, c'est de se transformer,
de passer du statut de naufrage à celui de créateur, d'architecte. Cette réplique du film, c'est le point de bascule. C'est le moment où on arrête d'être une victime des circonstances pour devenir un agent du changement capable d'inventer des solutions audacieuses pour s'en sortir et même pour prendre son envol. Et c'est ça, la véritable portée de ce rôle unique. On n'est pas juste là pour gérer l'administratif. On est à la fois l'architecte, le médecin et l'agriculteur d'une nouvelle civilisation du travail. C'est une opportunité absolument incroyable de bâtir une culture d'entreprise à partir d'une feuille blanche. Et la bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, cette mission n'est plus forcément un sacrifice. Avec les nouveaux outils, notamment l'intelligence artificielle, la première RH peut devenir une sorte de chef d'orchestre augmenté, qui peut automatiser la veille juridique, l'analyse de candidature ou même la détection des signaux faibles dans l'entreprise. C'est ça, la fierté ultime. Le jour où on peut regarder en arrière, voir que la start-up a bien grandi, qu'une équipe RH solide est en place et se dire « c'est moi qui ai posé les premières pierres de tout ça. J'ai fait pousser la vie dans le désert. » Parce qu'au-delà de la survie, c'est bien de ça qu'il s'agit au fond. Une page blanche, une opportunité immense de construire quelque chose de nouveau qui a du sens. Alors la question que je laisse en suspens est la suivante. Quelle civilisation du travail allez-vous bâtir ?